sommes le 28 août 1963, une foule immense déferle sur Washington, plus de 250 000 personnes, des Afro-Américains pour la plupart, toujours victimes de discrimination. Ce jour-là, le pasteur Martin Luther King livrera un discours qui deviendra l'un des textes fondateurs de la démocratie américaine. C'est ce jour-là qu'il prononcera la célèbre phrase « I have a dream ». On en parle aujourd'hui avec Sylvie Laurent. Bonjour, vous êtes américaniste, chercheur associé à Harvard et Stanford. Vous revenez de Stanford, vous enseignez aussi à Sciences Po Paris et vous êtes l'auteur d'une biographie de Martin Luther King aux éditions du Seuil. On va d'abord revenir sur ce jour précis du 28 août 1963. Que réclament ces centaines de milliers de personnes ? Principalement, ils réclament la dignité, la reconnaissance de leur humanité et par conséquent que l'État fédéral, c'est-à-dire le gouvernement américain, fasse enfin ce qu'on lui réclame depuis tant d'années, c'est-à-dire de faire en sorte que la discrimination qui prend la forme la plus triviale et la plus brutale dans le Sud, mais aussi sous une forme de discrimination et d'exploitation économique dans le Nord, qu'enfin ils prennent des mesures pour que cela devienne non seulement illégal, mais impossible à réaliser dans les faits, c'est-à-dire qu'ils mettent les moyens pour que la démocratie américaine soit digne de ses prétentions. Alors tout va se dérouler dans le calme, pourtant les forces de l'ordre sont sur les dents, 150 agents du FBI dans la foule, plusieurs milliers d'hommes lourdement armés prêts à intervenir, mais pas de chiens policiers. Alors oui, néanmoins, ce que ça dit, c'est de la terreur que les États-Unis entretiennent à l'endroit du rassemblement d'hommes de couleur. L'idée que si plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hommes et de femmes noirs se rassemblent, forcément, il va y avoir un dérapage de violence, ça en dit déjà long sur la représentation de l'autre et sur cette image et que l'on retrouve aujourd'hui, puisque vous parlez des chiens, sur cette image du noir comme potentiellement source de disruption et de violence. Et d'une certaine façon, cette marche, tout en étant parfaitement et miraculeusement non violente, elle a été une forme de disruption justement parce qu'elle a été extrêmement pacifiste et qu'elle est parvenue à interpeller l'Amérique blanche, à interpeller évidemment la Maison Blanche en lui disant voilà, nous nous comportons de façon absolument exemplaire, nous sommes un exemple de la citoyenneté idéale et pourtant dans la réalité nous ne sommes que des citoyens de deuxième catégorie. Et ce choc cognitif entre le stéréotype des Noirs violents et la réalité d'une civilité exemplaire, ça c'est quelque chose qui a beaucoup touché l'opinion publique. Et je parlais effectivement des chiens policiers puisque tout le monde se souvenait des images de Birmingham où effectivement des enfants avaient été attaqués par ces chiens. Martin Luther King va alors prendre la parole, il va se lancer dans un discours scolaire au départ, puis, alors c'est peut-être la légende, vous allez me le confirmer ou pas, une chanteuse, Mahalia Jackson, une chanteuse de gospel, va interpeller le pasteur et lui dire « Parle-leur du rêve, Martin ». Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que ce discours est devenu un lieu de mémoire pour les États-Unis. C'est un discours, et c'est d'ailleurs une journée qui est devenue mémorable et commémorée bien après qu'elle se soit produite, c'est-à-dire y compris après la mort de Martin Luther King. Et ce discours, on s'en souvient, comme vous l'avez dit, par la métonymie de cette phrase « j'ai un rêve », mais en réalité, la première partie du discours, celle dont vous dites, peut-être avec un peu de sévérité, qu'elle est scolaire, en tout cas, elle était préparée, puisque chaque orateur de la journée avait dû déposer son texte et on devait se tenir à 4 ou 5 minutes. Et donc la première partie est un discours en réalité extrêmement politique, extrêmement ferme, de revendications précises, qui finalement a plus de contenu et a plus de force dans la réclamation du pouvoir que la deuxième partie dont on se souvient. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chanteuse Mahalia Jackson, en effet, une amie de Martin Luther King, une musicienne, ce qui est intéressant, a l'intuition que quelque chose manque dans cette alchimie du moment, et elle avait entendu Martin Luther King faire un sermon quelques semaines plus tôt à Détroit où il parlait du rêve. Et elle a l'intuition, en tout cas le veut la légende, qu'à ce moment-là, ce qui manque, c'est une forme de lyrisme, une parole prophétique dont elle sait que Martin Luther King est capable, et donc elle lui souffle « parle-leur du rêve ». Et à ce moment-là, il pose ses notes et il part dans ce qui est une semi-improvisation, parce que les pasteurs sont en permanence entre récitation et improvisation, pour parler sur un ton très, très élégiaque et en même temps une incantation extrêmement profonde de ce qu'il aimerait, c'est-à-dire cette Amérique fraternelle que l'on ne voit toujours pas. Ça veut dire qu'il ne l'aurait peut-être pas dit sans la présence de cette femme, ce « I have a dream ».
On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, la légende veut que ce soit comme ça qu'il est prévu. Peut-être que lui-même aurait senti que quelque chose manquait. C'était un fin musicien, lui également, et donc peut-être aurait-il choisi à un moment de le dire. Mais c'est un discours et c'est une métaphore, celle du rêve, qu'il avait traditionnellement plutôt utilisé vis-à-vis d'un public noir. Donc peut-être qu'il n'aurait pas pensé dans ce contexte qui était très chargé. C'était une réunion de syndicalistes toute la journée. Donc il fallait être concret, faire des revendications concrètes et demander véritablement que des politiques publiques soient mises en place. Donc l'esprit n'était pas au sermon, l'esprit n'était pas à la prophétie. Et finalement, ce que l'on a retenu, c'est cette incantation cadencée, cette musique extraordinaire qui est un appel à la fraternité entre noirs et blancs. Alors si ce discours de King fait aujourd'hui l'unanimité, c'était pas forcément le cas à l'époque et pas pendant des années d'ailleurs, même dans la communauté noire. Hein. Alors, il y a toujours des gens qui ont considéré, en tout cas, pour la plupart des Noirs, c'était une journée remarquable, mais on attendait quand même toujours les résultats. Ceux qui ont été le plus hostiles sont les plus radicaux, à l'image de Malcolm X, qui a parlé d'un pique-nique et d'une farce, parce qu'en effet, cette réunion, cette grande réunion de 250 000 personnes à Washington a dû se faire avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il a fallu aux manifestants négocier avec l'administration Kennedy, s'assurer que la police resterait à juste distance, et donc c'était une compromission pour les plus radicaux qui auraient aimé quelque chose de plus brutal, quelque chose de plus confrontationnel et surtout ne pas négocier. Donc c'est toujours la même logique et d'ailleurs ça a accompagné King toute sa vie. Lui qui a essayé d'être un ambassadeur avec les pouvoirs publics se trouve confronté à une frange radicale qui elle est davantage pour la confrontation. Mais est-ce que dans le fond Malcolm X et Martin Luther King étaient si opposés qu'on le croit dans leur approche ? De même que la marche sur Washington a été reconstruite comme un lieu de mémoire largement mythique, leur opposition est le fruit d'une construction idéologique. Il y a d'un côté le bon pasteur protestant à qui s'opposerait le mauvais musulman radical et violent. En réalité, bien sûr, c'est une opposition parfaitement artificielle. Certes, ils étaient différents et leur but était les mêmes et leurs méthodes différaient radicalement. Mais on constate, et je le raconte dans le livre, à quel point au fur et à mesure des années, et en particulier lors de la dernière année dans laquelle ils ont vécu en même temps, ils se rapprochaient pour une plus grande demande de radicalité, pour l'idée que les États-Unis devaient être à la hauteur de ce qu'ils avaient promis et dans un appel à une coopération internationale avec tous les peuples opprimés de couleur dans le monde. Et plus de 50 ans après, quel est le bilan racial aux États-Unis ? Le bilan est mitigé. Le bilan est extrêmement mitigé. On constate depuis plusieurs années que ces droits civiques, si douloureusement et si difficilement obtenus par les militants, Martin Luther King et ses amis, sont petit à petit grignotés par la Cour suprême des États-Unis, par des pratiques au niveau local, la brutalité policière qui est quand même un grand classique depuis le début du siècle dans les quartiers populaires noirs américains, se trouve être à la une de l'actualité, mais elle est le signe d'une perpétuation d'une exploitation et d'une violence qui semble ressurgir. Sylvie Laurent, si je vous demande de terminer cette phrase, le 28 août 1963, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où l'Amérique blanche a eu le sentiment qu'elle pouvait devenir meilleure. Et c'est un homme noir qui le lui a suggéré. Merci beaucoup Sylvie Laurent d'avoir été mon invitée dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.